Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel avis lecture, ça sera le deuxième dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je vous remets ma pile à lire en haut de l'écran si vous ne l'avez pas encore vue. Ici, je vais vous parler de 4 romans et 2 graphiques, sachant que dans ces lectures, il y a déjà 2 encartades à ma pile à lire d'origine du Pumpkin, mais vous allez voir, c'est 2 petites lectures qui ont été très rapides, donc c'est pas très grave, j'ai pas pris énormément de retard. Ce qui m'a fait prendre du retard sur mon challenge, c'est que si vous avez vu ma dernière vidéo, vous le savez, la semaine dernière, ou en tout cas il y a 2 semaines, j'ai passé une semaine en France et en tout j'ai lu 70 pages sur la semaine, donc autant vous dire que mon rythme de lecture on a vraiment pris un coup, mais bon, c'est pas très grave, je vais continuer à enchaîner les petites lectures, par exemple comme les graphiques dans ma pile à lire, ça me permettra de rattraper ce petit retard, et puis au pire, c'est pas dramatique, on est là quand même pour se faire plaisir et s'amuser. Et bah écoutez, c'est tout, on va pouvoir commencer, on va pas trop traîner, sinon cet avis lecture va durer encore une plombe. Le premier roman dont je veux vous parler, c'est Anansi Boys de Neil Gaiman. Je vous rabats les oreilles avec Neil Gaiman, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de Anansi Boys. Pour ceux qui ne le sauraient pas, juste un petit rappel, il s'agit du tome compagnon de American Gods. J'avais lu American Gods il y a, je crois, 6 ans. C'était mon tout premier Neil Gaiman. Autant vous dire que c'est pas forcément la meilleure entrée en matière quand on se lance dans Neil Gaiman. Honnêtement, si vous avez jamais lu cet auteur, ne commencez pas par American Gods, ne commencez pas par Anansi Boys parce que là pour le coup vous serez perdu, mais ne commencez pas par American Gods, commencez plutôt par ces livres qui sont orientés plutôt jeunesse, même s'il y a toujours une double lecture chez Neil Gaiman. American Gods risque de vous déstabiliser et peut-être même de vous dégoûter. Moi j'ai eu de la chance, ça m'a pas dégoûté, mais ça m'avait clairement déstabilisé. J'avais mis énormément de temps à lire American Gods, je crois quelque chose comme 10 jours, peut-être presque 2 semaines. Il n'était pas forcément très long, alors, il restait quand même d'une bonne longueur, mais c'était surtout très dense, et quand on ne connaît pas le style, ça peut faire un peu bizarre. Ici, on est donc sur le tome compagnon dans le sens où on va suivre les descendants de Anansi. Anansi, c'est dans la mythologie ouest-africaine et dans la mythologie caribéenne, le dieu des histoires, c'est le dieu araignée, le dieu qui a donc tissé les histoires et qui est donc un peu devenu aussi l'équivalent de Loki dans le sens où c'est le dieu des mensonges, des arnaques, etc. Le dieu un peu séducteur, pas méchant, c'est pas un arnaqueur dans le sens méchant, mais c'est un peu le dieu roublard, voilà, le dieu qui arrive toujours à ses fins. Et il est mentionné dans American Gods, il est mort dans American Gods, et ici on suit tout d'abord on va suivre Fat Charlie Nancy, qui est son fils et qui va découvrir à la mort de son père que son père était donc un dieu. Il habite désormais à Londres et il va rentrer aux États-Unis pour l'enterrement de son père. Là-bas, il va retrouver les vieilles voisines de son père qui l'ont vu grandir avant qu'il parte aux États-Unis, en Angleterre, pardon. Et ses voisines vont lui révéler qu'en fait il a un frère, il l'a connu ce frère, mais pour une raison que vous découvrirez si vous décidez de le lire, ce frère a été en quelque sorte effacé de sa mémoire. Ce frère c'est Spider, et en fait donc l'araignée, et qui a hérité des capacités divines du père de Charlie et Spider. Charlie, lui, est un humain tout ce qu'il y a de plus normal, et seul Spider a récupéré un peu des pouvoirs magiques, c'est-à-dire par exemple la capacité de faire croire aux gens ce qu'ils veulent, ce que lui veut les faire voir, la capacité de se créer une chambre sur mesure s'il le souhaite, alors que l'appartement, par exemple, garde exactement les mêmes dimensions, c'est-à-dire qu'il va se retrouver avec une chambre qui fait 200 mètres carrés dans un appartement de 50 mètres carrés et personne ne s'en rend compte. Il va leur arriver tout un tas de choses. C'est pas forcément le plus drôle de Neil Gaiman, mais il y a quand même beaucoup d'humour. Comparé à American Gods, c'est beaucoup moins onirique, un peu moins bizarre, beaucoup moins perché, hein, disons-le. American Gods est perché par certains côtés. Pour ceux qui ont lu American Gods, vous vous souviendrez sûrement de la scène de l'arbre, je ne dirais que ça. On a une scène qui peut faire penser un petit peu à ça, mais elle est beaucoup moins longue et beaucoup moins torturée que cette scène. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'est pas un coup de cœur, mais ça reste une très très bonne lecture. J'ai aimé les références à la mythologie, j'ai aimé, comme je vous disais tout à l'heure, les vieilles voisines, ça, avec la référence aux sorcières dans Shakespeare, je vous laisserai voir pourquoi, c'était très drôle. J'ai plutôt aimé les personnages, c'est clairement pas mon préféré de Neil Gaiman, moi je vous le dis, je préfère les histoires chez Gaiman qui s'adressent à un double public, et oui, il y a clairement une double lecture. Là on est sur du 100% adulte, ne donnez pas ça à lire à un jeune
Gaiman sous prétexte que ça s'inspire de contes et de mythologie. Non, non, c'est pas une petite histoire gentillette. C'est un peu sex, drugs and rock'n'roll, comme souvent chez Gaiman en adulte. Mais donc voilà, ne commencez pas par ça, je vous l'ai dit, commencez par autre chose, mais si vous avez déjà lu des romans jeunesse de Gaiman, ou si vous avez déjà lu par exemple Good Omens, donc De bons présages, coécrit avec Terry Pratchett, celui-là vous plaira à mon avis beaucoup. Est-ce qu'il peut se lire indépendamment de American Gods ? Oui, si vous le devez, c'est-à-dire si vous avez que celui-là, ça posera pas trop de problèmes, mais il vous manquera quelques références et surtout il vous manquera le contexte, l'ambiance globale. C'était très sympa, encore une fois pas un coup de cœur, mais parfait pour cette saison et je suis ravie de l'avoir lu. Malheureusement c'est le dernier roman de Neil Gaiman qui me restait à lire, maintenant je suis à jour, il ne me reste plus que ses nouvelles et ses graphiques, et encore que j'ai déjà commencé à attaquer les graphiques, donc j'espère continuer à aimer son style dans les nouvelles, parce que les nouvelles c'est pas quelque chose que j'aime énormément d'habitude, mais là je me dis pour Gaiman je peux faire un effort. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu des nouvelles de cet auteur, si vous savez s'il en existe dans l'univers étendu du American Gods, n'hésitez pas à me dire, ou alors si vous avez un recueil en particulier que vous conseillez, et puis sinon moi je vais continuer à avancer dans les Sandmen, j'avais le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin, donc voilà, mais en attendant, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'il sorte un nouveau roman, parce que c'est un de mes auteurs préférés, et c'est même en passe de devenir mon auteur préféré, je pense, on n'est pas loin. Après avoir lu Anansi Boys, même si je vous le dis c'est beaucoup moins dense que American Gods, ça reste une lecture pas forcément très légère ou très accessible au premier abord. Donc j'ai voulu changer, j'étais dans une période de stress et j'avais envie de quelque chose de léger, de quelque chose qui me fasse du bien. J'ai donc lu Pillow of the Woods de May Kay Nguyen, qui est un petit roman graphique jeunesse. On est ici sur une histoire où on va suivre Willow. Willow, elle adore aller dans les bois avec son petit chien qui est à mon avis un petit Shiba. Elle adore aller dans les bois, mais en fait c'est quelque chose qu'elle partageait à l'origine avec sa maman, et sa maman est décédée. Et depuis, Willow a des crises d'angoisse et surtout des grosses crises de colère qui font que c'est très difficile pour elle à la maison. Elle a encore son papa, mais il peut pas être très présent à cause de son travail, et elle est surtout élevée par sa grande sœur, et sa grande sœur, forcément, c'est pas sa mère. Donc c'est pas forcément facile pour elle, toutes les deux. Et jusqu'au jour où elles vont vraiment se disputer de façon assez violente, et Willow va s'enfuir et se cacher dans la forêt. Elle va faire la rencontre de Pilou. Pilou, c'est un peu un petit esprit de la forêt, je sais plus si c'est une nymphe ou... Enfin voilà, vous voyez ce genre de petite créature qui vit dans les arbres. Et je vous dis pas ce qui va se passer, elles vont s'entraider. Et il va être question notamment de santé mentale, on va évoquer le deuil, forcément, on va évoquer également l'anxiété, la gestion de la colère, tout ça. C'était très mignon, très très doux, et je pense que pour aborder la question de la santé mentale et notamment la gestion de situations difficiles avec des enfants ou des tout jeunes ados, c'est parfait, c'est vraiment très très chouette à mon avis pour aborder une discussion. Ça a été traduit en français assez récemment, donc si vous ou vos enfants ne lisent pas l'anglais, ça sera pas un problème, mais si vous voulez le tenter en anglais, sachez que c'est très très accessible. Il y a assez peu de texte globalement, et quand il y en a, c'est vraiment très très facilement compréhensible. C'était très doux, j'ai tout aimé, ça s'est lu extrêmement rapidement, hein. Il fait même pas 150 pages, et je pense que j'ai dû le lire en une demi-heure. Mais si vous regardez par exemple la palette graphique, c'est extrêmement doux, c'est plein de tendresse, c'est plein d'amour, mais en même temps, comme je vous le dis, ça aborde quand même des questions importantes. Et aussi, petite chose que j'ai aimé, petit clin d'œil, il est fait plusieurs fois dans l'histoire mention d'une recette de riz aux champignons, et l'autrice l'a inclus et illustré à la fin du livre. J'ai ma propre recette de risotto aux champignons que je fais très, très régulièrement, mais je me suis dit que tenter celui-là, ça serait plutôt sympa pour me replonger dans l'univers de Pilou. Je sais pas si d'autres tomes sont prévus, j'en sais rien, mais sachez que c'est vraiment une lecture parfaite si vous avez une petite baisse de morale, et pour l'automne c'est vraiment idéal, c'est très très doux et à partager avec des enfants sans problème. Je prends 2 minutes pour vous parler d'un abandon, ou plutôt d'une mise de côté de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Le jour où j'ai lu Pillow of the Woods, on était à 2 jours du départ en France, et pour des raisons administratives, paperasse, etc., j'étais extrêmement stressée, c'est-à-dire que j'étais dans un état de stress paralysant, j'étais pas loin, je pense, de la crise d'angoisse, et j'ai voulu commencer à lire Secret History of Witches de Louisa Morgan, que je vous remettrai la couverture en bas de l'écran.
Et en fait, ça l'a pas fait. C'est littéralement une histoire de sorcière au sens fiction historique, c'est-à-dire qu'on suit une famille de sorcières et on va suivre génération par génération. Et c'est pas du tout ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Ça m'a pas permis de m'évader. Je crois que j'ai lu peut-être 60 pages, donc clairement, j'ai pas pu me faire une idée. C'est pour ça que je dis que je l'ai mis en pause et pas abandonné. Mais c'était trop lent, un peu trop lourd, voire même pesant par certains côtés pour moi. Donc je l'ai laissé de côté et je me suis pris une petite lecture doudou. J'avais vraiment besoin de ça à ce moment-là. C'est un des romans que j'ai emmené en France et que donc j'ai terminé en France. Donc pour vous dire à quel point j'ai peu lu en France, quand vous allez voir la taille du roman, vous allez comprendre pourquoi. J'ai lu Kiki's Delivery Service de Eiko Kadono, c'est évidemment Kiki la petite sorcière, qui a été adapté en animé par les studios Ghibli. J'ai ici une version éditée par Puffin qui est vraiment adorable. Je sais pas si vous le voyez, mais le titre est en surbrillance. Et surtout, on est sur une version illustrée. Le roman d'origine date des années 80, mais là apparemment c'est une nouvelle traduction et surtout voilà, avec des illustrations, c'est adorable, c'est très très chou. Je l'ai lu en une soirée et demie, je crois. Pour ceux qui ne connaissent ni le roman, ni le manga, ni l'animé, on suit donc Kiki, qui est une sorcière, une apprentie sorcière, et à 13 ans, les sorcières doivent quitter le foyer familial et commencer leur carrière. Kiki, en fait, dans ce monde, les sorcières ont des pouvoirs assez limités, et Kiki, son seul pouvoir se réduit à faire voler son balai. Et donc elle va s'installer dans une très très grande ville, alors que ses parents lui avaient conseillé de plutôt commencer par plus petit, mais elle va quand même s'installer dans une très grande ville, et au début, elle ne sait pas quoi faire, elle n'arrive pas à s'intégrer, jusqu'à qu'elle se rende compte qu'elle peut créer un service de livraison. Je vous en dis pas plus, surtout si vous avez déjà vu l'animé, je pense que beaucoup de gens l'ont vu, et sinon je vais pas vous spoiler non plus toute l'histoire. On est sur un petit roman de tranche de vie, on suit les petites aventures de Kiki et de son chat, que vous voyez juste là. C'était très très mignon, c'était très doux. J'ai vu l'animé, mais il y a des années, je pense que c'est un des premiers Ghibli que j'ai vu, et je pense que je vais me le refaire très très prochainement. Il me semble aussi comme je vous l'ai dit, qu'il existe en manga, donc si je me les trouve, je me les prendrai, pourquoi pas. Mais voilà, si vous avez jamais lu le roman, que ça soit en français ou en anglais, sachez que c'est très accessible pour tous les âges, à mon avis, à partir de 7-8 ans, ça se lit sans problème. Et ça fait vraiment du bien en fait pour la saison, c'est exactement le genre de lecture dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc je suis ravie de l'avoir lu et je ne peux que vous le recommander, surtout dans cette très jolie édition. Alors j'avais emmené avec moi en France un roman qui s'est révélé être beaucoup trop ambitieux vu que j'ai lu je crois 40 pages en tout de ce roman avant de rentrer. Et ensuite, ça a été un peu laborieux pour le finir, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai donc lu Hyde de Craig Russell. Je vous en ai parlé une ou deux fois déjà. Il s'agit d'un thriller qui se passe à Édimbourg à l'époque victorienne, clairement ce qui m'avait attiré. Et comme vous l'aurez compris avec le titre, on est sur une espèce de réécriture, ou en tout cas quelque chose inspiré de manière assez indirecte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Stevenson. C'est un peu compliqué de vous en parler. On va suivre Hyde, qui est un haut gradé de la police d'Édimbourg et qui un jour va se retrouver sur une scène de crime, sauf qu'il ne se souvient absolument pas comment il est arrivé là, qu'est-ce qui l'a poussé à être à cet endroit précis, parce qu'il était vraiment à quelques mètres de la scène de crime et il ne sait pas pourquoi, il ne sait pas comment. Et en fait, c'est un crime très très violent qui a été commis parce que l'homme a été tué de 3 façons, vraiment, il a pris tarif. Il a été à la fois pendu, son ventre a été ouvert, donc vraiment lacéré de part en part, et noyé. Ça a son importance, le fait qu'il a été assassiné par 3 fois en quelque sorte, et ça va faire référence à la mythologie celtique, d'où le triskel sur la couverture. Ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il est vraiment fait référence de plein de façons à la culture celtique, à ce que le roman appelle, et ce qui s'appelle dans la vraie vie, la culture pan-celtique, c'est-à-dire que ça recouvre l'Écosse évidemment, mais aussi l'Irlande, le Pays de Galles et la Bretagne. Il va y avoir des phrases en gaélique, on va faire référence à des créatures mythologiques du folklore celte, et il va également fait référence à des faits historiques tels que l'indépendance et le mouvement nationaliste irlandais. De ce point de vue-là, c'était vraiment très très intéressant. Maintenant, ce qui a été assez déstabilisant dans ce roman, et je pense que d'autres diront que c'est là que se trouve son intérêt principal, c'est que pendant 80% du roman, on ne sait pas si on est dans quelque chose de surnaturel ou non.
Et autant, oui, c'est ce qui fait son intérêt, mais autant, au bout d'un moment, ce suspense s'essouffle un peu et ça devient plus agaçant qu'autre chose, du moins pour moi. Ça reste une lecture très sympa. Maintenant, j'ai trouvé que la référence à Dr. Jekyll et Mr. Hyde, qui se fait sous forme un peu de mise en abîme au début et à la fin du roman, se veut subtil, mais pour moi a été fait un peu au chausse-pied, je vais être honnête avec vous, mais ça reste assez chouette. J'ai aimé par contre la référence à Conan Doyle et à Sherlock, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça fait de manière beaucoup plus intelligente que la référence à Stevenson. L'enquête en soi est pas dingue, mais je vous dis, moi ce que j'ai aimé c'est l'aspect mythologie et culture celte, ça c'était très très chouette. Si vous aimez les polars historiques, vous y trouverez largement votre compte. Par contre, sachez que ce roman est très récent, il n'a pas encore été traduit, je ne sais même pas s'il le sera. Et si vous n'avez jamais lu de thriller en anglais et encore plus de fiction historique, ne commencez pas par ça. On aurait eu l'impression de lire le journal d'un policier de l'époque. C'est vraiment assez lourd comme style. C'est assez daté, ça fait un peu... J'aime pas cette terminologie, mais je trouve pas d'autres expressions pour décrire. Ça fait très thriller érudit, en fait, comme lecture. D'une part parce qu'il y a énormément de références culturelles, mais ça à la limite elles sont expliquées donc c'est pas très grave, mais dans le style, la façon de s'exprimer et parfois un peu les sous-entendus ou les non-dits, c'est pas une lecture qui repose, c'est ça que je veux dire. Vous attendez pas à un thriller qui va vous prendre aux tripes et où il va y avoir plein d'actions et à la limite on peut poser le cerveau et juste suivre l'action et tout va bien. Non, c'est vraiment... ça demande une certaine concentration et ouais, j'arrive pas à trouver d'autres références, enfin d'autres expressions que le mot érudit. Une autre chose qui m'a un peu dérangée, c'est on a voulu insérer une espèce de romance, alors que pour moi elle n'avait pas forcément sa place. Et le rapport aux femmes est pas entièrement caricatural, on sent que l'auteur a voulu faire un effort de ce côté-là pour insérer la présence d'un personnage féminin assez fort dans un contexte historique où clairement ça n'aurait pas été possible, ou en tout cas pas sans heurts et pas sans difficulté. Ça reste une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur, mais malgré tout, je prépare actuellement ma vidéo concernant les thrillers qui se passent en Écosse, et je pense que je vais l'inclure parce que, ça change. Si vous cherchez vraiment un thriller historique avec en plus un côté surnaturel ou pas, vraiment ça c'est peut-être l'une des clés du roman, ça peut plaire, à mon avis, il trouvera son public. Je sais pas s'il va trouver assez de public pour être exporté à l'étranger, mais je pense que s'il devait être traduit, il aurait un petit succès en France parce que c'est quelque chose de quand même assez original. Ça m'a pas plus convaincu que ça, mais c'est peut-être le fait que du fait de pas l'avoir pu le lire rapidement, je l'ai traîné, c'est peut-être juste pour ça en fait qu'il m'a pas plu, enfin pas autant plu que ça. Si j'avais pu le lire plus rapidement, peut-être que ça aurait été pas forcément un coup de cœur, mais en tout cas une très bonne lecture. Je reconnais que c'est de la qualité, simplement c'était pas forcément le bon moment pour moi, ou en tout cas c'était peut-être un problème d'équilibre ou de dosage. À mon avis c'est ça qui m'a gênée dans ce livre, mais ça n'empêche que je vous le recommande quand même si c'est quelque chose qui peut vous tenter. Sachez que ça sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de lire. Quand j'ai fini Hyde, j'avais très envie de changer complètement d'univers parce que j'ai d'autres thrillers historiques dans ma pile à lire, mais je me suis dit que ça risquait de me bloquer et donc je me suis posée, j'ai regardé, je me suis dit qu'est-ce qui peut changer plus du thriller historique que de la fantasy / de la science-fiction, et donc je me suis pris The City We Became de N.K. Jemisin. Ce roman me faisait très 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 envie, j'en ai vu que d'excellents retours et donc je me suis jetée dessus. Autant vous dire qu'au début c'était pas gagné en fait. Je pense que je m'étais fait une espèce d'image, je m'étais fait des attentes et aux premières pages, en plus j'étais fatiguée, ça a été très très difficile. Et ensuite le lendemain, j'y suis revenue et là j'ai bouffé la moitié du livre d'un coup et je l'ai fini en 2 jours. Donc, comme quoi. Pour revenir un peu sur le pitch, on se situe à New York, on le reconnaît à la couverture, et en fait, dès le tout premier chapitre, on sent que quelque chose ne va pas, qu'il y a un problème, un gros problème. New York est attaqué par une force surnaturelle, une force étrangère, clairement. On sent très vite que c'est quelque chose, que c'est pas juste une métaphore, attaqué par des créatures étranges, et on suit un jeune homme qui cherche à protéger New York, sauf qu'il lui arrive quelque chose, et ça ne fonctionne pas, ou en tout cas ça ne suffit pas immédiatement.
Et on va suivre ensuite en tout 5 personnages qui habitent chacun dans un borough différent de New York, donc dans un des... comment on dit? On traduirait directement par quartier, mais c'est quand même plus grand que des quartiers, ce sont des villes à elles toutes seules quasiment, donc on a Manhattan, Brooklyn, Queens, le Bronx et Staten Island. On oublie souvent Staten Island, mais c'est un des boroughs de New York, c'est pas une entité séparée. Et en fait, chacun de ces personnages va entre guillemets incarner le quartier dont il est originaire pour faire face à cette entité qui attaque New York. C'est donc clairement un pitch de science-fiction. Moi je lis assez peu de science-fiction et ce qui m'a étonné dès les premières pages, c'est que c'est écrit avec une plume extrêmement moderne et extrêmement contemporaine. Au début, ça m'a vraiment perturbée, j'étais très surprise, je m'attendais pas à ça du tout, et au final, c'est ce qui fait la force de ce roman, c'est que c'est vraiment très très moderne, j'ai lu assez peu de science-fiction, encore une fois, mais je pense pas qu'il y ait énormément de livres qui ressemblent à ça. Comme ça se passe à New York, ça fait limite plus fantastique ou fantastique que science-fiction réellement. On ne quitte jamais New York à proprement parler, mais on est clairement sur un concept de science-fiction. Pour vous dire, en fait, l'image que j'ai eue plusieurs fois en lisant ce livre, c'est l'impression de lire un comic, parce que ça pourrait clairement avoir une identité graphique très très forte, très marquée. Les personnages aussi, même le pitch de base, hein, on est un peu sur une espèce d'alliance de super-héros qui n'en sont pas à la base, qui se retrouvent à combattre un grand méchant, même si je vous dis pas de quel grand méchant il s'agit exactement au niveau concept. Mais c'est vraiment l'image que j'avais, et peut-être que l'écriture très moderne a contribué, c'est même sûr. À mon avis, si ça avait été une écriture beaucoup plus classique, ça m'aurait pas fait cette impression, mais c'est vraiment l'ambiance, l'atmosphère que j'en ai ressorti. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que c'est très très inclusif, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est inclusif en termes d'orientation sexuelle, en termes de religion, en termes de culture, mais aussi en termes d'âge, et ça j'ai trouvé ça assez original. Dans de la science-fiction, ou en tout cas dans la littérature de l'imaginaire, en général, les seules personnes âgées qu'on voit, c'est les vieux à chapeau pointu, façon Gandalf et Dumbledore, et c'est tout, on n'en a pas d'autres. Là, c'est pas le cas. Une des héroïnes, et oui, il s'agit d'une femme à un certain âge, et j'ai trouvé ça très très chouette. J'ai vraiment eu l'impression que New York était représentée sous toutes ses facettes. New York est une ville que j'adore, je n'y suis allée qu'une seule fois, malheureusement, je rêverais d'y retourner, mais c'est une ville que j'aime beaucoup, et j'ai vraiment trouvé que l'autrice a mis son cœur pour écrire New York. En fait, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, c'est qu'elle a écrit, c'est une espèce de lettre d'amour façon science-fiction à New York. Je sais pas si elle y vit personnellement, mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait cherché à représenter tous les aspects, que ce soit culturels, raciaux, économiques, professionnels, tous les aspects de l'identité de New York. Ce qui m'a fait rire, c'est que au moment de la résolution, ou plutôt du twist qui permet la résolution finale, il y a quelque chose qui, à mon avis, ferait hérisser le poil de pas mal de New-Yorkais, ou en tout cas qui les ferait rire. Je ne dirais qu'une seule chose, c'est que ça tourne autour du rapport entre New York et le New Jersey, je ne dirais que ça. Mais j'ai beaucoup aimé, la plume et les personnages, c'est vraiment la force pour moi de ce roman. En soi, le concept, entre guillemets, science-fictionnel, je sais pas si ça se dit, est pas très original, c'est quelque chose qu'on a déjà vu de 10 000 façons, mais la façon dont ça a été fait, ça c'est super. Cette espèce d'incarnation de New York par 5 de ses habitants, c'était super original, et je pense que je vais lire d'autres publications de cet auteur. N'hésitez pas à me conseiller d'autres de ses ouvrages si vous l'avez déjà lu. Mais voilà, sachez qu'il a été traduit en France cette année, il me semble, et foncez, là encore, je vous disais que Hyde est un roman très original, ça c'est pareil, à mon avis, de ma pauvre connaissance de science-fiction, c'est un roman assez unique en son genre, et si vous avez envie de science-fiction inclusive, c'est vraiment une de ses forces, et bah écoutez, ça c'est très très chouette, et donc je vous le dis, je lirai du N.K. Jemisin avec plaisir. On finit avec une petite lecture graphique, je vous en parle très très rapidement parce qu'il s'agit d'un tome 3, et en plus c'est une saga, donc je vous rabats les oreilles très souvent. J'ai fini tout à l'heure le tome 3 de La Quête des Vilaines, l'adaptation en BD.
Donc c'est l'adaptation des romans évidemment de Pierre Bottero, de ma saga chouchou, et qui a été faite par Lilian et Baldetti. On est donc sur le tome 3, La passe de la goule, qui correspond grosso modo à la première partie du tome 2 des romans. On se situe après que Camille / Evilan soit revenue pour la deuxième fois en Gwendalavir, et la quête avec les compagnons commence à proprement parler. C'était encore un très très bon moment, j'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore cette histoire. J'aime le fait que les auteurs, quand ils ont fait l'adaptation en BD, ont quand même repris certaines citations de Bottero telles quelles. Donc ça, c'est très agréable parce qu'on a vraiment l'impression de replonger dans sa plume. Le style graphique n'est pas forcément celui que je préfère, mais j'aime quand même beaucoup et j'aime surtout les couleurs. Je trouve que Gwendalavir est bien représentée. Je vais vous montrer un seul plan. Si vous avez déjà lu les Evilan, vous savez que l'arche au-dessus, il me semble que c'est elle passe au-dessus du polymage, je suis pas sûre. Bon bref, l'arche avec un grand A est un endroit très symbolique de Gwendalavir, et bah regardez. Je trouve que c'est magnifique, j'aime surtout les couleurs comme je vous le disais. Je n'ai pas d'autres BD dans ma pile à lire de cette série. Je vais essayer soit de les commander si j'arrive à les trouver avec des frais de port pas trop élevés, soit éventuellement passer une petite commande à ma maman, si elle passe par là. Maman, je suis à jour, je n'en ai plus. Mais voilà, encore une fois, je radote clairement, mais si vous n'avez jamais lu La quête des Willan, d'abord, que faites-vous? Qu'attendez-vous? Mais lisez-les, vraiment, c'est une saga jeunesse, ou même young adult sur la fin, qui, alors certes, a son succès à ses fans, mais qui mérite d'être tellement plus connu, tellement plus diffusé. Moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que le projet de série auquel j'ai participé sur Ulule aboutisse. C'est Ulule ou Kickstarter, je sais plus, bref, ce projet, la campagne est finie de toute façon, donc vous pouvez plus y participer, mais j'ai qu'une hâte, c'est que ça sorte, parce que c'est vraiment la saga qui a fait toute mon enfance, toute mon adolescence, et dans laquelle je prends plaisir à me replonger à chaque fois. Si vous avez peur de vous lancer dans les romans, et bah écoutez, les BD sont une très très bonne alternative, d'autant que comme je vous l'ai dit, ça respecte vraiment le texte de manière très très fidèle, et l'univers graphique colle assez bien au roman. Écoutez, c'en est tout pour cette avis lecture un petit peu décousue, je m'en rends compte, j'ai pas forcément été très claire sur tout, donc si vous avez besoin de précision ou davantage de détails sur certains de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Petit aparté, j'ai vu tout à l'heure qu'on était 100 sur la chaîne, ça y est, donc je vous dis un grand merci, ça me fait très très plaisir. Ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai créé la chaîne, et donc arriver à 100, bah, c'est un petit peu une petite récompense pour moi, je suis vraiment ravie, c'est grâce à vous. N'hésitez pas surtout à interagir avec moi, ça me ferait vraiment très plaisir si on pouvait discuter dans les commentaires, si vous avez lu certains de ces ouvrages, ça me ferait vraiment très très plaisir. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis un très très grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!